Merci de m'avoir invité. Alors, première question, c'est effectivement, qui dit salarié actionnaire, vous êtes pour la plupart des salariés actionnaires, j'imagine, et ça veut dire aussi actionnariat salarié. Ça veut dire quoi aujourd'hui, actionnariat salarié? Est-ce que, au fond, l'actionnariat salarié qui recouvre progressivement de plus en plus, d'ailleurs, l'actionnariat individuel en France. Quand vous regardez les statistiques, on a un recouvrement progressif de ces deux données autour de 3 millions, 4 millions de personnes. Donc, est-ce que cet actionnaire salarié, cet actionnariat salarié, il est véritablement source de création de valeur? Moi, j'ai envie de dire qu'on peut l'aborder de deux façons, et moi, je l'abordais de deux façons quand j'en parlais avec des chefs d'entreprise. Soit, effectivement, on peut considérer que l'actionnariat salarié est pour le top management une incitation à être plus performant. Première vision idyllique. Deuxième vision, c'est aussi un moyen pour le salarié d'être plus motivé et de contribuer à plus de profits dont il aura indirectement, au travers du dividende dont on parlait tout à l'heure, les retombées. Je pense qu'il y a d'autres questions qu'on peut se poser au travers de sur l'actionnariat salarié. Est-ce que c'est une mode? Je crois qu'il est installé pour un certain temps, même si paradoxalement, et j'en dirai un mot tout à l'heure, la Société Générale, qui a été sauvée 2 fois par ses actionnaires salariés, est en train d'en diminuer le rythme. C'est un peu paradoxal, je trouve, mais enfin c'est comme ça. Deuxièmement, est-ce un outil financier? Sûrement. Sûrement, c'est une réalité dont on pourra dire un mot. Est-ce un soutien managérial? Est-ce un outil managérial? Vous êtes sûrement mieux placé que moi pour le savoir. J'ai observé dans certaines entreprises que c'en était vraiment un, dans d'autres, ça n'en était pas. Alors, d'autres pistes, je pense que ce qui est important quand on a un actionnariat salarié, et j'en dirai un mot tout à l'heure parce qu'il vous concerne, c'est qu'il faut effectivement le faire connaître et l'expliquer. C'est pas simple, naturellement, et je reviendrai sur ce point quand je parlerai de la faible culture économique dans ce pays. Deuxièmement, ça n'a de sens que si c'est significatif en poids relatif. Dans votre cas, on peut considérer que 4,5, 4,6, 4,3, ça dépend à quel niveau on mesure. En tout cas, entre 4 et 4,5, ça pèse. Vous êtes probablement, à part l'État, l'actionnaire minoritaire le plus puissant, à condition de vous regrouper. Est-ce que c'est significatif pour la gouvernance? C'est un sujet dont on dira un mot tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que ça permet une implication du personnel dans la vie de l'entreprise, dans la connaissance qu'il a de l'entreprise, et indirectement, on l'a vu tout à l'heure, dans la gouvernance de l'entreprise. Là où il n'y a pas d'actionnariat salarié, il n'y a pas de fonds, et s'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de dialogue avec la direction. Ceci dit, il y a un risque croissant compte tenu de l'orientation de l'actionnariat des grands groupes, y compris le vôtre, c'est effectivement que votre management soit beaucoup plus sensible aux pressions des grands actionnaires institutionnels et notamment étrangers que à la pression de salariés de facto plus assimilés à des petits actionnaires. Petits actionnaires n'étant pas pour moi du tout péjoratif, ce qu'on appelle l'actionnaire individuel. Donc au total, je n'ai pas le sentiment, en ayant regardé un certain nombre d'opérations que j'ai pu faire comme communicant, je n'ai pas eu le sentiment que c'était un outil financier. Je crois quand même que c'est un outil managérial si effectivement on sait l'utiliser. Ce qui est sûr, et ça c'est une chose pas toujours comprise au départ notamment des processus, c'est que c'est quand même un élément de structuration de l'actionnariat de l'entreprise. Ce qui me frappait toujours, c'est que quand on était sollicité pour faire la communication d'une opération, ma première question, c'était de dire communication veut dire s'adresser à un public. Donc quel est le public? Donc quel est l'actionnaire que vous voulez? Et ce qui me frappait toujours, c'est que très souvent on disait ah ben ça on ne sait pas encore. Peut-être à vous de nous le dire. Au passage, c'est peut-être au banquier aussi de le dire. Donc effectivement, je pense que c'est une composante de l'actionnariat d'une entreprise. La question, c'est est-ce que cette composante est voulue? C'est le cas souvent dans les entreprises de taille moyenne ou un peu plus importantes qui sont libres de faire ou de ne pas faire de l'actionnariat salarié. C'est parfois une composante subie. J'ai vécu, moi, des introductions en bourse, pas la vôtre, mais d'autres où manifestement le top management subissait cet actionnariat salarié. Et d'ailleurs, après, tous les moyens étaient bons pour le relativiser et le mettre un peu de côté. Deuxième question, le pouvoir actionnarial, l'information et la porosité. C'est quoi, au fond, un actionnaire? Vous êtes des actionnaires indirectement. Vous êtes porteur de part d'un fonds. En clair, ça veut dire que vous n'êtes pas porteur de part directement de titre Orange, sauf si vous avez décidé d'en acquérir à titre perso, mais vous avez quand même un poids comme actionnaire. Ça veut dire qu'en clair, vous jugez des résultats et vous votez en assemblée, et Dieu sait si c'est un sujet lourd. Hein. Vous votez en assemblée essentiellement pour deux choses, savoir combien vous allez distribuer de dividendes, combien l'entreprise va
distribuer de dividendes. Et la deuxième, c'est contribuer à nommer les dirigeants de l'entreprise. Donc, comme je le dis toujours, l'actionnaire, il a deux rôles. Il est partenaire et il est censeur. Il est partenaire parce qu'il est exposé au risque. La performance du fonds qui était présenté tout à l'heure le montre. La bourse a remonté, donc c'est logique que ça remonte, heureusement d'ailleurs. Je n'ai pas de jugement à porter sur les performances d'Amundi, mais c'est un autre sujet. Deuxièmement, l'actionnaire, ce n'est pas un obligataire. L'actionnaire prend des risques. En clair, l'action, ce n'est pas la caisse d'épargne. Et donc, effectivement, il faut, dans ce contexte, expliquer à l'actionnaire tout ça. Et il faut donc lui donner confiance. Et la meilleure façon de donner confiance à un actionnaire, où qu'on soit et quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est effectivement de l'informer. D'où cette arrivée progressive vers l'information. Sauf que l'actionnaire n'est pas le seul public de l'entreprise. Il y a grosso modo, pour simplifier, 4 publics. Le premier public essentiel, pour moi, parce que s'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas de client, premier public essentiel, le client. Le client, c'est quelqu'un qu'il va falloir conquérir, garder, conserver, choyer. Faut lui vendre la qualité du service, la qualité du produit, la qualité de la marque, la qualité de la recherche. Le deuxième client important, si je puis dire, de la communication, c'est l'interne, c'est le salarié. Quelle que soit la situation sociale d'aujourd'hui, même avec le taux de chômage tel qu'il est, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs où il est essentiel de conserver ou d'attirer les salariés par une communication interne qui vend effectivement l'idée de l'adhésion. Troisième type de communication, c'est ce que j'appelle la communication dont on est tous les destinataires. C'est ce que j'appelle le corporate, l'institutionnel. C'est ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on voit sur telle ou telle société ou tel groupe important. C'est effectivement cette communication destinée à nous, grand public, aux leaders d'opinion, au pouvoir politique, etc. Et là, on essaye de vendre le mieux possible l'image d'une entreprise. J'observe d'ailleurs qu'il y a, depuis quelque temps, de moins en moins de grandes campagnes de communication institutionnelle. On ne les voit plus. Ce qui est d'ailleurs un drame pour les journaux, puisque c'était largement avec ça qu'ils vivaient. Et enfin, dernier point, et ça a été longtemps une com de spécialistes pour les spécialistes. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans l'information financière au milieu des années 80, c'était un peu les spécialistes parlent aux spécialistes. Je me souviens, essayant d'exprimer à ma maman ce que je faisais, et l'information financière, mon bon fils, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est? Bon. Donc l'information financière, pendant longtemps, ça a été une communication essentiellement orientée vers les analystes, les investisseurs, la presse spécialisée. Or, qu'est-ce qu'on vend quand on vend une entreprise? Parce que j'emploierai ce mot tout à l'heure. On vend quoi? On vend sa situation d'aujourd'hui, certes. On vend surtout son avenir. On ne vend pas son passé, on s'en fout du passé. La bourse, elle n'achète pas le passé, elle achète l'avenir. Or, l'avenir, c'est fait de quoi? C'est fait de vos clients, c'est fait de votre effort de recherche, c'est fait de la qualité de vos produits, c'est fait de la qualité de votre interne, c'est fait de l'effort de formation, c'est fait du climat social, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est fait aussi un peu, il y a une exception lourde, c'est Total, qui a une très mauvaise image, mais qui reste quand même la première capi de Paris, c'est fait aussi de l'image que vous avez dans l'opinion. Donc, ça veut dire que la communication financière, appelée longtemps l'information financière, elle est faite de toutes les communications de l'entreprise. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il y a ce mot-clé porosité. Ce mot-clé porosité, pourquoi? Parce que Internet. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer, alors que dans l'organisation des sociétés, je vais en dire un mot, on a encore cette organisation en silo, comme on dit, on ne peut plus continuer à dire « je ne parle qu'à mes salariés, je ne parle qu'à mes clients, je ne parle qu'à mes fournisseurs ». Non, c'est fini ça. C'est fini parce que sur Orange, si je clique Orange, j'atterris sur le site internet et je sais tout sur vous. Et donc, tout le monde sait tout sur vous. Et moi, j'ai vécu donc des années chez BSN, avec un patron qui était pourtant, Antoine Riboud, extrêmement social. J'avais quand même comme consigne de diffuser, non pas à minimum, de ne pas diffuser le rapport annuel. Vous imaginez aujourd'hui, vous, salarié d'Orange, vous l'avez le rapport annuel. Il est long, il est lourd, il est compliqué, mais vous l'avez, il est accessible. Donc effectivement, porosité. Avec quand même un trio magique qu'il faut retenir, client, salarié, actionnaire, car encore une fois, il n'y a pas de société sans client, mais il n'y a pas de création d'entreprise sans actionnaire. Donc effectivement, on est dans ce monde où il faut concilier la communication un peu plus financière, la communication un peu plus client, la communication un peu plus corporate, dans ce qui est une espèce de grande communication globale de l'entreprise, avec au milieu une comfi qui est très encadrée, on va en dire un mot.
Alors, justement, disons un mot de cette Comfy encadrée. Peut-être un cadrage avant d'aller un peu plus loin. Les entreprises, il n'y a pas les entreprises, il y a des entreprises avec des typologies différentes. Est-ce que la société est cotée? Est-ce qu'elle n'est pas cotée? Est-ce que la société a un actionnaire de référence? Est-ce qu'elle n'a pas d'actionnaire de référence? Est-ce que la société a un actionnariat dominant ou un actionnariat complètement éclaté? Est-ce qu'elle a un plan d'actionnariat salarié ou est-ce qu'elle n'a pas de plan d'actionnariat salarié? Vous êtes, vous, une société qui a tout ça. Et vous avez, effectivement, un actionnaire de référence puissant qui vous impose des règles. Je n'ai pas à les juger ici. Mais est-ce que vous croyez que le président d'EDF est libre de ses tarifs? Non. J'ai fait l'introduction d'EDF. Je vous en parlerai si ça vous amuse. Donc effectivement, on est dans un cadre qui, au-delà de savoir qui est l'actionnaire de référence, est de toute façon un cadre extrêmement réglementé. Pour une bonne raison, c'est qu'on est dans un monde où l'AMF est le gardien du dogme, entre guillemets, et pas seulement du dogme, gardien de la transparence du marché, gardien de la protection des épargnants, gardien effectivement du bon fonctionnement de la bourse. Et c'est un sujet compliqué parce qu'on verra tout à l'heure que ça a un vrai impact sur l'actionnariat salarié et surtout sur effectivement l'information des salariés, au passage, qu'ils soient actionnaires ou qu'ils ne soient pas actionnaires. Donc effectivement, un cadre réglementaire précis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais deux choses. La première, c'est un cadre de plus en plus européen. Là, comme ailleurs, ce n'est pas à Paris que ça se décide. À Paris, on transpose ce qui a été préparé à Bruxelles et voté à Strasbourg. La plupart des réglementations en matière d'information financière, comme d'ailleurs la plupart des réglementations sur les marchés dont on parlait tout à l'heure, c'est plus des réglementations françaises, ce sont des réglementations européennes. Deuxièmement, on a un cadre réglementaire simple, trois types d'informations. L'information réglementaire, celle qui est obligatoire, pas discutable, que vous trouvez dans les documents qui sont publiés par votre entreprise, que ce soit les communiqués ou que ce soit le document de référence. Deuxièmement, une information périodique, essentiellement l'information comptable. Et si vous avez, ce qui est votre cas sûrement, regardez de près le document de référence d'Orange, comme d'ailleurs les documents de référence de toutes les sociétés aujourd'hui, c'est un empilement de textes extrêmement longs, extrêmement détaillés, où il y a de plus en plus d'informations, ce qui d'ailleurs au passage n'est pas sans parfois poser quelques problèmes vis-à-vis des concurrents, au passage, et de distorsion de concurrence selon que vous êtes coté ou vous n'êtes pas coté. Et ça explique d'ailleurs qu'un certain nombre de sociétés se décotent de la Bourse de Paris pour échapper à ces obligations d'information qui sont de plus en plus lourdes et au passage de plus en plus coûteuses, parce qu'à la clé, vous avez et des commissaires aux comptes et surtout des avocats pour écrire ces dizaines et ces centaines de pages d'informations. Et puis vous avez la plus compliquée qui est l'information permanente, dont on dira un mot éventuellement tout à l'heure. Retenez une chose, ce qui guide au sens propre du terme, ce qui guide et guide au sens propre du terme aujourd'hui la communication financière d'une entreprise, c'est la directive transparence qui, comme son nom l'indique, a été élaborée à Bruxelles en 2004, transposée en France en 2007, et qui est fondée sur deux éléments majeurs aujourd'hui de ce qu'est la communication financière des entreprises, c'est-à-dire l'électronique, aujourd'hui priorité donnée à l'information par l'électronique, ça veut dire Internet, et deuxièmement, la rapidité, c'est-à-dire effectivement une information plus rythmée, plus régulière, qui fait que, par exemple, on a installé une information financière trimestrielle, qui est quand même relativement utile pour suivre l'activité des sociétés dont on est actionnaire, et on a raccourci le délai de publication de l'information semestrielle. Donc effectivement, électronique, c'est plus facilement accessible, on reconnaît le rôle essentiel d'Internet, et plus vite, parce qu'on est dans un monde qui va plus vite. C'est tout. Autre point, autre partie, comment on passe de l'information financière à la communication financière? Parce que là, ce que je vous ai raconté, c'est le légal. La Comfy, c'est quoi? C'est des chiffres, bien sûr. Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas un homme de chiffres, mais la vie d'une entreprise ne se limite pas à des chiffres. La vie d'une entreprise, c'est des produits, c'est des services, c'est des hommes. Effectivement, c'est ça qu'une communication financière d'entreprise doit traduire. Et pour moi, la communication financière d'une entreprise, c'est d'abord la rencontre entre une offre, l'entreprise, et une demande,
les divers publics, au premier rang desquels les investisseurs. S'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'actionnaires, et donc on va mal se porter. Ça veut dire en clair que pour moi, la communication financière, c'est d'abord du marketing. Et là, je n'ai pas honte de dire que je suis un homme de marketing, tout en étant un financier pur et dur, apparemment. Bon. Même en retraite. Et puis, troisièmement, ça doit être une com de conviction. Et là, on explique en grande partie pourquoi il y a de plus en plus de boîtes qui se retirent de la cote. Parce que beaucoup de boîtes, en fait, ne sont pas communicantes, n'ont pas envie de communiquer, n'ont pas envie d'assumer le fait d'être cotées. Donc, au-delà des obligations de communication, il doit y avoir la volonté de communiquer, comme d'ailleurs dans tout domaine. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate encore aujourd'hui, et je suis encore un peu actif, donc je peux en parler, c'est qu'on est encore dans les organisations d'entreprises, et je suis sûr que si on prenait votre maison, pour en avoir parlé un peu en préparant cette présentation, c'est le cas, on est encore dans une communication en silo. Silo, S-I-L-O-S. Comme interne, DRH. Comme FI, DIRFI. Comme presse, DG et DIRCOM. C'est fini, ça, quand on n'a pas Internet DSI. C'est la pire solution, en plus. C'est fini. C'est fini parce qu'aujourd'hui, moi, si je vais sur Internet, je sais tout. Et donc, aujourd'hui, il faut être conscient qu'on ne peut pas continuer avec ce mode de fonctionnement. Et là, le rôle de la DG, il est décisif. Il doit être celui ou celle, la DG, qui va effectivement activement modifier cet état de fait. Ce qui me frappe toujours, c'est que les organisations centrales, notamment, sont toujours beaucoup plus longues à réagir que ce qu'ils demandent aux organisations locales de faire. Mais c'est vrai, chez vous sûrement, que je ne connais pas très bien, quand même, c'est vrai à EDF, dont je parlais tout à l'heure. À un moment, quand j'ai fait l'introduction en bourse d'EDF, il y avait 5 directions de communication. 5. Comment voulez-vous que ça marche? Ça peut pas marcher. Alors, on bascule maintenant sur le sujet qui est un peu plus compliqué parce qu'il vous impacte directement. C'est y a-t-il ou peut-il ou faut-il qu'il y ait une communication spécifique, je regarde ma montre, ça va, je suis dans les délais, une communication spécifique vers les salariés actionnaires. C'est un sujet compliqué parce que c'est un sujet où se mélange un peu la passion, la règle, l'égalité, la sensibilité, c'est-à-dire tout ce qui fait que le débat peut être assez pollué. Premier constat, on est en France. Ça ne vous a pas échappé. Et en France, l'enseignement, je le sais puisque j'en fais, n'est pas très porté sur l'économie. J'ai entendu dire, moi, à Paris-Ouest, où j'ai été longtemps professeur associé, j'ai entendu dans une réunion au département économie, finance, gestion, j'ai entendu des gens dire que c'était pas à l'université d'enseigner la gestion, qu'il y avait des écoles pour ça. Ça m'interpelle. Et c'est pas vieux, hein, c'est pas il y a 20 ans, hein, c'était il y a 3 ans. Donc premier point, effectivement, faiblesse de l'enseignement de l'économie. On n'enseigne pas l'économie au lycée, on a du mal à enseigner l'économie à l'université. C'est un vrai sujet. Deuxièmement, je pense qu'on a le résultat qui est la faible sensibilité des salariés aux produits actions. Je suis toujours assez étonné d'entendre des responsables politiques dire « Moi, j'ai surtout pas d'actions. Hein. » Alors, c'est des menteurs parce qu'ils annoncent qu'ils ont de l'assurance vie, et s'ils ont de l'assurance vie, ils ont des actions. Mais peut-être qu'ils ne savent même pas. Troisièmement, on est historiquement, et vous le savez, c'est une banalité, mais ça pèse lourd. On est beaucoup plus intéressé par le monde obligataire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'obligation, c'est la sécurité. Par l'immobilier, même par l'or à certains moments, plutôt que par le produit action. Donc, on vient d'un peu loin. J'ajoute aussi, dernier point, et l'AMF le montre régulièrement dans ses études, que le système financier, je dirais même le système bancaire, n'incite pas au placement en actions. L'AMF fait tous les ans une enquête où elle envoie des gens en aveugle qui se pointent dans des réseaux bancaires, tout réseau d'ailleurs, classique ou mutualiste, en disant « j'ai 15 000 € à placer, qu'est-ce que vous me recommandez ?» Il n'y en a pas un qui recommande le placement en actions, pas un. Donc déjà, on a un vrai souci sur le fait même d'être actionnaire. Au-delà de ça, et de toute façon, on a des salariés quand on est une entreprise. Et donc, ces salariés, comment on va les traiter?
si vous m'avez suivi tout à l'heure, ces salariés ont aujourd'hui accès libre à toute l'information publiée par l'entreprise. Donc on ne peut pas raisonner comme si se posait encore la question, faut-il faire une communication financière vers les salariés? Vous êtes un groupe de taille, quand je dis vous, vous appartenez à un groupe de taille significative. Croyez-moi que la question de faut-il parler vers les salariés, elle se pose encore dans certaines entreprises. On en est encore là. Et on a beau expliquer aux dirigeants qu'il y a Internet, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, pour eux, il faut en dire le moins possible. Bon, donc c'est étonnant en 2014 d'en être là, mais c'est une réalité. Vous êtes, vous, un peu à part. Deuxièmement, comment peut-on imaginer de ne pas les informer? Pour une raison très simple, c'est que si vous ne le faites pas vous-même, entreprise, et relais de l'entreprise, relais d'information, je ne vous mets pas dedans, hein, on va y venir sur votre rôle après, d'autres vont le faire. D'autres qui s'appellent Internet, d'autres qui s'appellent les réseaux sociaux, d'autres qui s'appellent la presse spécialisée ou généraliste, d'autres qui s'appellent les chaînes d'information en continu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc déjà, il faut avoir en tête ce changement radical qui fait qu'aujourd'hui, tout est information, tout est communication, et malheureusement souvent, je pense notamment à iTélé ou LCI ou BFM, tout n'est pas pris avec le recul nécessaire. Donc l'information tombe brutalement, sans analyse, sans mise en perspective, et donc vous avez intérêt à reprendre la parole, vous, entreprise, bien évidemment. Alors, dans le cas d'un programme d'actionnariat salarié, c'est encore plus compliqué, parce qu'on bute sur deux contraintes. La première contrainte, c'est effectivement, et elle est souvent utilisée, je le reconnais, et il m'est arrivé de l'utiliser quand j'étais en agence de com, c'est la notion de délit d'entrave. Puisque, effectivement, si on ne donne pas d'informations, on peut être accusé de délit d'entrave vis-à-vis des salariés. Donc ça faisait toujours un peu peur aux clients. Mais en même temps, il m'est arrivé aussi, de l'autre côté, d'utiliser un deuxième concept que vous connaissez, qui est le délit d'initié. Et quand vous êtes à des postes de responsabilité avec, effectivement, la présidence d'un fonds d'actionnariat salarié, vous pouvez à un moment être un initié. Je ne connais pas bien l'intérieur d'Orange, même si on en a pas mal parlé. Je connaissais mieux l'intérieur d'EDF. Le président du fonds commun de placement, du fonds d'actionnariat salarié, s'apaise dans des entreprises comme ça. On le met dans la confidence d'un certain nombre de choses. Donc comment on gère cette difficulté entre le délit d'entrave si on n'informe pas et le délit d'initié si on informe trop? Donc effectivement, ça c'est une des grosses difficultés. Donc à partir de là, moi j'avais l'habitude de dire, et ça peut se décalquer, parce que vous êtes de l'autre côté, et donc c'est ça que vous devez exiger, c'est effectivement d'abord une communication synthétique avec si possible un message unique. On ne peut plus avoir, encore une fois aujourd'hui, un message pour les uns et pour les autres. Ça veut dire en clair que votre exigence à vous, vis-à-vis de l'actionnaire, c'est, le groupe actionnaire majoritaire, c'est d'avoir une information unique. On ne peut plus avoir un message des salariés, un message de ceci, un message de cela. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je crois qu'il est important d'exiger une communication qui soit incarnée par la direction générale et pas seulement par la direction financière. Ou dans votre cas, la direction des ressources humaines. Autre hypothèse. Troisièmement, et c'est là où vous pouvez être, et je sais devant qui je parle, dans une position ambiguë, que j'affronte. C'est que, normalement, quand je suis conseil d'une entreprise, je dis que le management est un relais majeur de l'information. Comment vous faites pour concilier ce rôle à la fois de relais et en même temps de ce que vous êtes? Si vous n'étiez pas ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un équilibre subtil. Vous êtes pour la plupart des managers, vous pouvez être des intermédiaires, des relais de l'information. En même temps, vous devez être en amont assez fort pour imposer, je dirais, une information de qualité qui peut être commentée par vous. Et
Ça me semble important. J'ai pris à l'entrée, là. Tout ce que la direction vous tait est sur le web CFE, CGC. Alors, donc j'ai découvert que la direction taisait des choses, mais je sais aussi où on est. Mais en même temps, oui, bien sûr. Votre rôle, c'est sûrement d'être un contrepoint à la direction, à la communication faite par la direction. Donc vous devez exiger une communication plus approfondie, un message qui soit transparent, et vous devez être aussi des commentateurs de cette information. Je crois aussi essentiel, et ça c'est plus global, mais c'est aussi une exigence que vous devez avoir, une communication qui doit être planifiée, organisée, soutenue. Il y a une chose qui est totalement nouvelle par rapport à une époque où moi j'étais DIRCOM, c'est que maintenant le calendrier est obligatoire. Et donc il n'y a plus de surprise. On sait quand sort le chiffre d'affaires, on sait quand sort le résultat, on sait quand a lieu l'assemblée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, j'ai vécu une période où j'étais DIRCOM, où c'était complètement à notre initiative. Et on pouvait changer, en fonction du temps, la publication des résultats. Bernard Arnault était, par exemple, un grand spécialiste du communiqué le 14 août à 17h. Comme ça, vous n'avez pas grand monde pour vous embêter. Bon, ce ne serait plus possible aujourd'hui. Dernier point, notamment grâce ou à cause d'Internet, la communication, cette communication d'entreprise doit être attendue par les salariés et vous avez tout le rôle qui est le vôtre pour encadrer cette communication. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans cette communication vers les salariés ? Un peu plus théoriquement que ce qu'on dit aux autres. Mais attention, délit d'initié. Donc, un peu plus qu'un communiqué, un peu plus que des slides, un peu plus que des choses de cette nature, mais ça ne peut pas être non plus beaucoup plus. Sans ça, on risque de tomber effectivement dans un vrai problème avec les autres actionnaires minoritaires. Donc il faut effectivement que vous en soyez tous conscients, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu frustrant de ne pas pouvoir utiliser plus l'outil Internet. En même temps, vous butez assez vite sur le droit boursier. Et on sait tous, je l'avais écrit dans le bouquin que j'avais fait, qu'il y a un vrai conflit non réglé, 10 ans après, entre le droit boursier et le droit social. Et d'ailleurs, on a bien vu sur la loi Hamon récemment la difficulté. Comment une entreprise qui envisage de céder des titres, de céder une activité, peut prévenir le personnel longtemps à l'avance. C'est extrêmement compliqué à gérer. J'ai été banquier d'affaires à un moment. C'est extrêmement compliqué à gérer ce genre de situation. Et en même temps, on peut comprendre un certain nombre de choses. Ce sera d'ailleurs un des points que j'aborderai en conclusion. Donc effectivement, des messages globaux avec une contrainte, qui est la contrainte très difficile aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est comment on arrive à faire concilier le temps court, c'est-à-dire l'immédiateté, avec le temps long, c'est-à-dire le fond. Et j'ai toujours cette illustration du défilant bas d'écran e-télé, où on peut vous résumer les plus grands problèmes en 5 lignes, quand ce n'est pas en 5 mots. C'est toute la difficulté aujourd'hui de la communication d'entreprise. Alors, pour aborder la fin de parcours et laisser du temps aux questions, vous êtes des actionnaires minoritaires. Vous avez un avantage, c'est que vous êtes regroupés. Quand on dit 4,3-4,5%, c'est véritablement ce chiffre que vous pesez. Alors, à partir de là, se pose le problème de la force que représente l'actionnariat minoritaire, mais aussi de ses limites. Premier point à noter, parfois difficile à comprendre, je me rappelle de Crédit Agricole, on n'est pas dans l'univers mutualiste. Un homme, une voix, oui, mais là, on n'est pas un homme, une voix. C'est plus vous avez d'actions, plus vous pesez lourd. Hein ? Pas du tout la même chose. Donc c'est un problème aussi de culture à faire comprendre aux gens. Donc, premier point, le minoritaire n'a pas le même poids mathématique que le majoritaire. C'est une donnée de base. Mais c'est trop simple. C'est trop simple parce qu'en face de ça, on a un ou deux constats lourds. Premier constat, c'est qu'aujourd'hui, le minoritaire a les mêmes droits d'information et d'action, sans mauvais jeu de mots, que le majoritaire. Que vous soyez un hedge fund, que vous soyez AXA,
ou que vous soyez un actionnaire individuel, vous avez le même accès à l'information et donc vous avez le même droit de venir à l'Assemblée, de poser des questions et d'émettre un vote. La seule chose, c'est que votre vote pèsera le nombre d'actions que vous avez. Mais vous pouvez interpeller, vous pouvez questionner. Au passage, d'ailleurs, on pourrait dire que vous pouvez vous regrouper, on va en dire un mot. Donc, effectivement, l'actionnaire minoritaire aujourd'hui bénéficie de ce cadrage réglementaire dont je parlais tout à l'heure, qui est effectivement de plus en plus exigeant et qui permet de faire de plus en plus de choses. Donc, actionnaire minoritaire égale accès à l'information. J'ajoute aussi, deuxièmement, qu'Internet est en train de chambouler tout ça. Quand j'étais DIRCOM de BSN, que je diffusais un communiqué, tout ça se faisait par fax, à la main, et quand on envoyait 70 communiqués, ça prenait l'après-midi, la soirée et le lendemain matin. Ça veut dire qu'on faisait attention à qui on l'envoyait. Ça veut dire aussi que l'actionnaire qui était niçois, parce que vous savez bien que c'est souvent dans le sud qu'il y a des actionnaires, il avait l'information le lendemain au mieux, si le journal qu'il achetait en parlait. Il y avait donc un vraiment gros déséquilibre, une très grande inégalité entre le majoritaire institutionnel qui recevait son communiqué de BSN et le particulier à Nice, à Marseille ou ailleurs qui éventuellement pouvait le lendemain ou le surlendemain ou en fin de semaine dans son journal boursier trouver cette information. La donne est complètement différente. La donne est différente sur deux aspects. Le premier, ce que je vous ai dit, c'est le calendrier obligatoire de diffusion. Donc on sait très bien à quelle date on va diffuser. Et le deuxièmement, c'est Internet. Internet vous permet, comme n'importe quel professionnel, d'avoir accès à une information en temps réel. C'est une donne complètement nouvelle. J'ajoute aussi qu'Internet vous permet de plus en plus d'assister en direct aux réunions d'analystes, de journalistes, pas encore de poser des questions, mais au moins d'entendre les questions qui sont posées, et de se comporter presque en professionnel, puisque vous avez l'information à peu près en même temps que ceux qui sont dans la salle ou ceux qui sont à l'autre bout du monde. Il se trouve que je suis conseil d'une société qui fait régulièrement des réunions, et pour cause, et dans le CAC 40, qui est effectivement aujourd'hui une réunion qui se tient physiquement à Paris avec 50 ou 60 personnes, mais reliée par Internet au monde entier. Les gens peuvent poser les questions et les actionnaires entendent. Donc ils peuvent décider presque en temps réel. Ça, c'est une donne complètement nouvelle. Troisième donne nouvelle, et on n'est pas encore, à mon avis, arrivé au bout, évidemment, c'est le vote par Internet. Le vote par Internet, aujourd'hui, c'est seulement le vote avant l'Assemblée. Le vote par Internet remplace de plus en plus le vote par correspondance. Je crois que demain, alors est-ce que c'est dans 2 ans ? Est-ce que c'est dans 5 ans ? Ce ne sera pas dans 10. On pourra voter en direct par Internet. Je pense qu'on pourra voter pendant l'Assemblée. Techniquement, aujourd'hui, on peut. Les banques qui ont compris, qui ont fait barrage pendant très longtemps à ce système, puisque vous savez que le vote en Assemblée générale, c'est une ressource énorme pour les banques, notamment les gens dont vous avez cité le nom là tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est fini ça. On pourrait techniquement. Elles ont compris. Elles ont mis en place un certain nombre de systèmes. Ce qui bloque, c'est les entreprises. Les entreprises qui ont peur du vote en direct. Peur du vote influencé par la tenue d'une Assemblée générale. Eh bien, je pense que tout ça bougera. Je pense que tout ça changera. 5 ans, 7 ans, peut-être 3 ans. Quand on voit combien ça a changé au cours des 5 dernières années, je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de l'accélération, effectivement, du temps. Alors, une fois qu'on a dit ça, et malgré ce côté un peu optimiste, revenons à la réalité, qui est que le minoritaire, il est minoritaire. Vous pesez moins que l'État, qui décide du montant, on est entre nous, il n'y a pas de journaliste, qui décide du montant du dividende. Je ne pense pas que ce soit le patron qui décide du montant du dividende. Le montant du dividende, il est décidé à Bercy. Avant, c'était par M. Bézard. Demain, ce sera par M. Bézard, parce qu'il a changé de job, mais il est toujours influent. Et donc, comme je vous le disais en rigolant,
C'est pas non plus Monsieur Proglio qui décide des tarifs d'EDF. En l'occurrence, c'est Madame Royal qui, l'autre jour, a fait baisser le titre EDF de 8 ou 10% en annonçant que les prix étaient bloqués. J'ai participé à l'introduction en bourse d'EDF. Il y a prescription. C'était en 2005. Je me souviens des questions posées par les institutionnels. Qui est le véritable, anglais notamment, bien sûr, qui est le véritable président d'EDF? La question était posée à M. Gadonex, à l'époque président d'EDF. Il était bien obligé d'admettre qu'il ne fixait pas son chiffre d'affaires, puisqu'il ne fixait pas ses tarifs, il ne fixait pas son endettement, puisqu'il n'avait pas la maîtrise de son dividende, et il ne fixait pas son dividende. Donc il ne fixait pas la relation avec ses minoritaires. Il était quand même président d'EDF sur le papier, en tout cas. Bon. Donc la réalité, elle est là. Vous êtes toujours le minoritaire de quelqu'un. Simplement, là aussi, il faut regarder qu'il y a des minoritaires plus forts que d'autres. Il y a quelques hedge funds qui ont joué des rôles lourds. J'étais dans l'opération Natixis, et je l'assume très bien, parce que je pense que Natixis s'avérera avec le temps un modèle pertinent. Il y a eu un ou deux hedge funds qui, en ayant 0,5% du capital, ont mené la vie dure au management de Natixis. J'ajoute aussi, autre exemple, que les actionnaires salariés de la Société Générale, j'y ai fait allusion tout à l'heure, ont sauvé leur boîte 2 fois. Ils ont sauvé leur boîte au moment où la BNP voulait les racheter à la fin des années 90, puis ils ont sauvé leur boîte une 2e fois au moment de l'affaire Kerviel, en descendant et en défendant à l'époque M. Bouton. C'est pour ça que je trouve que M. Oudéa est un peu sévère en réduisant et en ramenant à 1 fois tous les 3 ans seulement maintenant les programmes d'actionnariat salarié qui étaient annuels jusqu'à présent. Nous venons de vivre 2 épisodes qui montrent quand même qu'il y a des actionnaires minoritaires puissants. C'est la prise de contrôle d'Havas par M. Bolloré il y a maintenant 7 ans, avec moins de 30% du capital. Mais là, on vient de vivre encore mieux la prise de contrôle de Vivendi par le même M. Bolloré avec 5% du capital. Donc, il y a vraiment des minoritaires influents. En même temps, les minoritaires viennent de vivre chez Alstom le redécoupage d'un groupe. On ne leur a pas demandé leur avis. On a changé complètement le périmètre de ce groupe. Aujourd'hui, je vous invite à lire un article dans Les Échos. On commence à mesurer les plus et les moins de ce deal. En tout cas, il y a un vrai sujet dans l'actualité qui est la réforme, effectivement, des OPA. Le seul problème, c'est que si M. Bolloré a pu prendre le contrôle d'Havas avec 30%, c'est-à-dire que normalement il devait lancer une OPA, il a été dispensé de le faire par l'AMF, par ailleurs normalement protectrice du droit des épargnants, notamment minoritaires. Conclusion de tout ça, 4 points. D'abord, j'ai essayé de vous faire partager un petit peu l'intérêt que j'ai pour la communication financière, le rôle que ça peut avoir dans la vie des entreprises, le rôle, effectivement, qui peut être le vôtre en utilisant cela, ce sera ma conclusion dans quelques instants. Je pense que d'abord, on a une réalité dont on ne mesure pas encore complètement la réalité, c'est ce qu'à le dire, dans les entreprises, c'est qu'on a aujourd'hui une communication, et une communication financière notamment, qui est de plus en plus visible et accessible. Je suis assez frappé de voir combien, dans les directions financières, avec qui je suis encore en relation, on n'a pas pris la mesure de ça. Et là, je pense que vous avez un rôle double, compte tenu de vos responsabilités professionnelles et de vos responsabilités syndicales, pour faire accélérer la réflexion sur ce sujet. Il faut que les financiers, j'en suis, alors j'admets, sortent de leur espèce d'autisme par rapport à ce sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, la communication financière va être de plus en plus intégrée à la communication des entreprises avec un grand C, un grand E. C'est une réalité. Internet n'échappe plus à ça. Et Internet, c'est du temps réel.
Deuxièmement, je pense qu'effectivement, de plus en plus, et pas seulement parce qu'il y a des règles, et pas seulement parce qu'il y a des directives, et pas seulement parce qu'il y a des règlements, mais parce que c'est comme ça, parce que effectivement les actionnaires vont l'exiger, les salariés vont l'exiger, les entreprises vont être obligées de communiquer de plus en plus. Et je pense qu'il y aura un vrai clivage demain entre celles qui accepteront de communiquer et qui resteront cotées, et celles qui ne voudront pas communiquer ou plus communiquer et qui sortiront de la bourse. C'est un vrai sujet parce qu'il y a 15 ans, il y avait 1000 sociétés cotées à Paris, il n'y en a plus que 700. Troisièmement, la réputation. Je dis toujours aux étudiants, vous n'êtes pas des étudiants, qu'aujourd'hui, au CAC 40, 80% de la valeur des sociétés est non comptable, extra-comptable. Ça veut dire que 80% de la valeur, c'est de l'immatériel, au premier rang desquels la marque, la réputation, l'image. Il vaut mieux la préserver. Hein, on a assez d'exemples de sociétés qui se sont bien redressées après avoir traversé des crises lourdes ou eu des gros pépins, et d'autres qui s'en sont jamais remises. Dernier point, je pense qu'on va aller vers de nouveaux types d'actionnaires. Je suis totalement convaincu, et l'étude de mes camarades, on en parlait en préparant cette intervention l'autre soir, car nous avons travaillé longuement pour préparer cette intervention. Étude que je vous invite à lire, hein, elle est sortie la semaine dernière. C'est une étude de mon camarade Guy Wachmol, qui me fait l'honneur de reprendre moi le travail que j'avais entamé quand j'y étais, qui montre une nouvelle génération d'actionnaires. Il faut qu'on arrête dans les entreprises de parler des petits vieux, des manteaux de vison et des cocktails. C'est fini ça. C'est commode. C'est commode. Hein, c'est comme les salariés qui ne s'intéressent pas au sujet. C'est plus vrai. Et aujourd'hui, on a de plus en plus des actionnaires qui vont effectivement exiger de l'information, qui vont plus se contenter d'écouter l'entreprise et qui vont, comme on le note dans le domaine commercial, dans le domaine des produits de grande conso, je cite toujours ce chiffre, 78% des consommateurs de produits croient ce qui est exprimé, notamment sur les sites, par les consommateurs, et seulement 14% croient la publicité mise en place et mise en œuvre par les entreprises. Et ben, je pense qu'on va aller pareil. Et je pense qu'à des degrés divers, ça pourrait être le rôle de la presse. Elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne le peut pas. Mais on a en France un vrai sujet qui est la faiblesse des associations d'actionnaires. D'actionnaires, je veux dire. On a aujourd'hui 4 associations. La plus importante doit avoir 600 membres. Ça pèse rien. Et je pense que là, effectivement, l'actionnariat salarié, dont je disais tout à l'heure qu'il est en train de prendre progressivement la place de l'actionnariat tout court, l'actionnariat individuel, probablement il aura un rôle majeur, même si la phase joue à sa façon son rôle. Mais je pense qu'il y aura certainement d'autres positions à prendre. Et j'avais envie de dire que, comme conclusion, que la Comfi vers les actionnaires salariés ne doit pas être une action subie par les entreprises, mais une démarche active des entreprises. Ça doit être vous, au rôle où vous, et aux responsabilités où vous êtes, avec le poids que vous avez. Ça doit être une de vos exigences, qu'effectivement on communique correctement, d'abord vers vous, pour qu'ensuite vous puissiez communiquer correctement vers les salariés. Et deuxièmement, ça doit être une démarche globale, et pas seulement une démarche de spécialiste, ni RH, ni d'IRFI, et que ça aussi, à mon avis, je ne me permettrai pas de vous donner de conseils, c'est pas mon rôle, mais mon passé de consultant revient. Oui, ça doit être aussi votre deuxième exigence, que votre entreprise, l'ensemble des entreprises, parce que je pense que vous discutez entre vous et avec d'autres, que l'ensemble des entreprises et donc l'ensemble des associations d'actionnaires salariés de fonds puissent effectivement exiger des entreprises ce comportement qui de toute façon s'imposera. Il s'imposera par l'extérieur, par le biais des institutionnels, et il s'imposera, je l'espère, en France, par le biais des actionnaires salariés. Jean-Marc D'Artagnan, tout d'abord, merci pour cette intervention très intéressante. J'aurais 2 questions. La première... je revendique, Gascon. Le matin, quand vous vous rasez devant votre glace, est-ce que vous rêvez d'acheter des actions Orange? La première question. Et la deuxième, vous évoquez l'AMF et son rôle, je dirais, de gardien. Est-ce que franchement, on peut lui faire confiance? Qu'on voit un peu toutes les affaires qui sortent, voilà. Merci pour vos réponses. Alors, sur le premier point, par nature et par obligation... Le micro. Oui, pardon. En plus, il est là. En plus, il est là. Il est là.
Sur le premier point, comme je ne pense pas être candidat à la présidence de la République, il m'arrive effectivement de penser à acheter des actions. Pourquoi pas Orange, pourquoi pas d'autres. J'observe d'ailleurs que Orange parle, Orange s'exprime, mais d'autres dans votre secteur parlent et s'expriment beaucoup aussi. De ce point de vue-là, sur les télécoms, je suis plutôt bien informé. Oui, moi je revendique tout à fait d'avoir des actions. J'ai 2 types d'actions. Le premier, c'est en direct, pas énormément, parce que paradoxalement, et ça surprenait toujours ma pauvre mère, qui maintenant n'est plus là, mais qui elle était une fanat de l'achat direct, je lui disais, tu sais, moi je fais ça, mais finalement, y compris pour des raisons déontologiques, il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas me rendre propriétaire. Par exemple, pour vous donner une illustration, je n'ai acheté des actions que de Crédit Agricole parce que c'était la cotation et que j'en savais pas plus que la moyenne, d'EDF parce que c'était la cotation et que j'en savais pas plus que la moyenne, et donc une des meilleures opérations que j'ai faites, Natixis, mais pareil, je n'en connaissais pas plus et je ne savais pas qu'en les achetant 20, ça vaudrait 2 quelques années après. Donc déontologiquement, j'avais une retenue. Comme j'ai encore quelques activités de conseil, j'ai toujours cette retenue. Mais bien évidemment, j'ai aussi des produits d'épargne traditionnelle où on retrouve 2 actions. Et donc, je plaide, moi, très fortement, notamment auprès des étudiants, pour que, une fois qu'ils ont un peu sécurisé leur matelas d'épargne, qu'ils se portent acquéreurs d'actions. On crève de ça en France. C'est qu'il n'y a pas d'incitation à l'achat d'actions. Et je pense que et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Donc oui, j'y pense pas tous les matins, mais il m'arrive d'appeler la banque. Deuxièmement, sur AMF, j'ai envie de dire 2 choses. La première, les deux épisodes Bolloré me laissent penser que les traitements, c'est un peu comme la Coupe du Monde. Hein. On prend un carton rouge une fois, comme hier soir, par exemple, alors qu'il y a eu... D'accord. Alors que... Pardon. Il ne marchait pas, non ? Il n'y a plus de pile. Ah, il n'y a plus de pile. Donc, effectivement, deuxièmement, sur l'AMF, il y a des fois où, confère Bolloré, il y a des dispenses un peu exagérées. À l'inverse, je trouve que dans le respect de la transparence des marchés, mais au niveau des opérations, je trouve qu'elle joue quand même son rôle. Et si vous regardez et le site et les journaux, il y a quand même assez souvent, sur le problème des délits d'initiés, par exemple, des choses qui sont mises en œuvre par l'AMF et qui sont plutôt positives. J'ai un regret, moi, et je l'ai d'ailleurs exprimé à l'AMF elle-même il y a longtemps, c'est que je trouve que les amendes, entre guillemets, les pénalités pour une mauvaise information ou une information trompeuse sont extrêmement faibles. 9 000 €, je vous le rappelle, si vous ne voulez pas diffuser d'infos, alors franchement, c'est que dalle. Bon. J'ajoute, dernier point, que, je cite toujours cet exemple, l'affaire Kerviel a montré quand même qu'on était un peu à géométrie variable. Il ne faut jamais oublier quand même que l'affaire Kerviel, elle commence un jeudi soir et qu'avec l'accord du président de l'AMF, pas seulement d'ailleurs, Banque de France et président évidemment de l'entreprise, on décide de ne pas diffuser l'information, ce qui fait quand même que l'action Société Générale a fortement baissé entre le moment où effectivement on a appris l'information, enfin pas appris, où l'information est née, où l'affaire Kerviel est née, et le moment où elle a été débouclée. Donc je pense que effectivement on peut encore progresser. Si c'est ça la réponse que vous attendez, oui, on peut encore beaucoup progresser. Je pense que ça n'a pas encore la puissance de la SEC, quoi. Oui, la SEC aux États-Unis, c'est l'équivalent AMF aux États-Unis. Oui. Bonjour, Maxence Desprémenil. Je suis au CCES, mais là, au comité central de l'entreprise, mais là, j'interviens plutôt comme siégeant à un des conseils de surveillance. En fait, il se trouve que... Est-ce qu'il y a d'autres grandes entreprises qui ont 2 associations d'actionnaires salariés? Disons que très souvent, il y a une qui est plus ou moins parrainée ou plus ou moins encadrée par les directions. Il se trouve que nous, on essaye de faire émerger une association un petit peu plus indépendante. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça? Et deuxième question, il y a aussi la FAS, la Fédération des associations. Quel rôle est-ce qu'elle a? Quelle opinion vous avez sur la FAS et son intérêt d'y aller? Merci. Je vais répondre à la deuxième question et puis je reviens à la première. La FAS, pour moi, c'est une source d'information. Quand j'étais en activité ou aujourd'hui, ça a été aussi souvent, et je ne sais pas si ça existe encore, une journée
d'informations sur le sujet, dont le souvenir est qu'il se tenait à l'Automobile Club de France, et j'y allais assez régulièrement parce que il y avait des choses intéressantes et des intervenants intéressants. Je ne sais pas si ça existe encore. Je n'ai pas le sentiment, ceci dit, que ça pèse énormément, et sans entrer dans plus de détails, je crois avoir compris qu'il y avait eu quelques problèmes il y a 2 ans de mémoire. Je regarde Patrice pour ne pas me tromper. En tout cas, perçu à l'extérieur, il y a eu, si j'ai bien compris, scission plus ou moins, ou des départs. En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça, et ça m'a été présenté comme ça. Ceci dit, ça reste une association réelle, qui a au moins un mérite par rapport aux enquêtes menées sur l'actionnariat individuel non salarié, c'est au moins de produire régulièrement une information, de tenir à jour les pourcentages de détention par les actionnaires salariés, d'attirer l'attention sur le sujet. J'imagine qu'ils ont un rôle aussi d'influence et de lobbying, sûrement, mais voilà, mais par principe, on le connaît moins. Non, moi je suis administrateur de la SFAF. SFAF, c'est les analystes. Je réponds à la première question. Je pense par construction que dans toute entreprise, la direction générale a envie de maîtriser. Donc je n'arrive pas à penser qu'il n'y ait pas beaucoup d'entreprises où il n'y ait pas plusieurs actionnaires, plusieurs associations d'actionnaires, dont une au moins est probablement pilotée ou aidée. Chez EDF, il y avait plusieurs associations de mémoire. Mais elles étaient toutes très bien considérées. Il y avait sûrement des aides. Là, je n'entre pas dans... J'étais pas à l'intérieur des entreprises. Mais je pense que Patrice en connaît plus que moi là-dessus. Juste un point sur EDF. Quand il s'est agi d'aborder la question de la gouvernance du nouveau fonds Cap Orange, on a regardé avec insistance le cas d'EDF. Et EDF a basculé dans l'autre côté du miroir de la gouvernance des fonds il y a 3 ans, de souvenir, Hélène ? Je crois que c'est il y a 3 ans. C'est-à-dire que les porteurs de parts, s'il vous plaît, chers amis, ont pu élire leurs représentants directement. Alors, en première mouture, les associations sont apparues, donc on a eu affaire à toutes les palanquets de saltimbanques plus ou moins dirigées par la boîte. Et on a eu lieu au 2e scrutin cette année du fonds d'EDF, et les associations ont dû se masquer derrière les organisations syndicales. Et donc on a les marques uniquement facialement qui ont été soumises à l'approbation des porteurs de parts du fonds. Et je vous le dis, la CFE-CGC a explosé chez EDF. Voilà. Pourquoi ? Parce que notre position de représentant aussi de l'encadrement a fait que les niveaux de détention sur ces têtes devaient être assez importants, et peut-être même que le travail particulier de ces représentants depuis 2-3 ans a permis de marquer le territoire. Donc voilà, le travail est fait. Une ultime question et ensuite on va déjeuner. Oui, bonjour, le Gibaud. C'est avec plaisir que je vous ai entendu parler des actifs immatériels. Quand j'étais quelque chose, maintenant on m'a viré d'un peu partout, j'ai été touché par une initiative gouvernementale, pro-gouvernementale, disons logée à Bercy, de méthodologie d'évaluation des actifs immatériels. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus ? Ou est-ce que vous pensez que ça peut conduire à quelque chose ou... Voilà, je précise que j'ai trouvé personne pour m'en défausser, ni du côté du syndicat, ni du côté de la direction. Merci. Je pense que vous faites allusion à l'Observatoire de l'immatériel. Moi, je crois beaucoup à ce sujet. Je crois beaucoup à ce sujet pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, il pose 2 questions. La première, c'est que la compta ne retrace pas la réalité d'une entreprise.
Ça, c'est un premier constat. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, immatériel, réputation, valeur de la marque, qualité des brevets, etc., sont des choses de plus en plus importantes. Les travaux qui sont menés par l'Observatoire de l'immatériel sont des travaux vachement sérieux. Alors, il se trouve qu'ils sont à Bercy, parce que Bercy, c'est aussi le superviseur de la compta, de l'économie, du truc et du machin. Mais il y a plein de professionnels sérieux. La SFAF, notamment, est très active sur ce sujet. Encore une fois, la SFAF, c'est l'association des analystes français. Et je crois beaucoup à ce travail. La seule difficulté, c'est effectivement, et je vais vous donner 2-3 exemples simples, et en deux secondes avant d'aller commencer les hors-d'œuvre, comment... Par exemple, si on considère que le capital client est une chose extrêmement importante, Orange a des millions de clients. Pardon ? Des centaines de millions. Soyons grands, mais... C'est les mêmes personnes qui s'occupent de ce truc. Ça, c'est pas gentil. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, vous avez des clients, vous avez des salariés, vous avez un certain nombre de licences, de brevets, etc. Comment est-ce qu'on peut, au sens comptable du terme, activer les clients, c'est-à-dire mettre à l'actif les clients? Est-ce que les clients, vous pouvez considérer que vous les possédez? Non. Et pourtant, on se doute bien que le capital client d'Orange, il est considérable. Et donc, c'est ça toute la difficulté de l'immatériel, c'est comment on peut comptabiliser des clients, des salariés. On dit les salariés, mais ils peuvent quitter l'entreprise. Alors, il y a des fois, ils la quittent involontairement, mais ils peuvent la quitter volontairement. Donc, vous ne pouvez pas les mettre à l'actif. Donc, toute la difficulté, elle est là, et c'est pour ça qu'il y a, quand vous regardez le bilan d'Orange que j'ai regardé un peu, c'est que vous avez une première ligne qui s'appelle survaleur, qui est effectivement cette ligne où on met, qui pèse grosso modo de mémoire 1/3 du bilan, dans le cas de Orange, où on met tout ça, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas pu valoriser dans les comptes. Donc, c'est un travail sérieux. Moi, j'y crois profondément. Simplement, c'est extrêmement compliqué de comptabiliser les choses, des choses sur lesquelles vous n'avez pas la maîtrise. Autant, je pense, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, autant je pense que le siège social, il appartient à l'entreprise. Non ? Il est loué, peut-être ? Bon, en tout cas, l'entreprise a sûrement des actifs qui sont faciles à mettre au bilan. Autant la dette client, on peut la mettre au bilan, la dette fournisseur, pareil. Mais le reste, on ne peut pas. Par contre, le jour où on commencera à pouvoir activer un petit peu tout ça, où on aura des critères de valorisation, je pense qu'on aura fait un grand pas. Donc pour moi, c'est quelque chose de très sérieux. Complexe, mais sérieux.